semaine, dans l'air de rien, je vous propose une balade dans les rues de La Roche-sur-Yon, une balade pas comme les autres et qui fleure bon les années 50 grâce à un petit livre magnifique qui s'appelle « Je me souviens de La Roche ». C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ouais, ça va, mais ouais. Tout le monde ne se porte pas bien. Certains qui, ça donne envie. au travail, sont fatigués. On appelle ça le burn-out. C'est le sujet de votre chronique qu'on écoutera tout à l'heure. Bon, en attendant, on va essayer d'être zen. Delphine, bonjour. Bonjour. On terminera l'émission avec votre sujet. On va parler d'une bande dessinée qui s'appelle La Légèreté de Catherine Meurice, une dessinatrice de Charlie Hebdo, qui est originaire des Deux-Sèvres et qui a appelé sa BD La Légèreté alors qu'elle a quand même vécu des choses assez graves. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il a fallu les événements de Charlie Hebdo pour découvrir qu'elle était de la région. Qu'elle était pas très loin de chez nous. Ouais. Bonjour Joël Gaucher. Bonjour Catherine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes lyonnais depuis toujours? Je suis né dans le bâtiment actuel du conseil départemental. Formidable. Qui habitait où était le vieil hôpital. Voilà, pour ceux qui ont connu en 1938, donc c'est pas jeune. Alors, on vous a invité aujourd'hui parce qu'avec, je pense qu'on peut dire une bande de copains. Absolument. Vous avez écrit Absolument. ce petit livre, Je me souviens de La Roche. Alors, il y a même un sous-titre qui en dit long sur l'initiative, La petite ville au cœur doux. Alors d'abord, qui sont ces copains avec qui vous avez écrit? Des jeunes copains. Des jeunes copains, oui. Oui, absolument. Alors ces copains, c'est une initiative de Roger Ducrot à l'origine, qui avait écrit qui est peintre. Voilà, qui était artiste peintre et qui a été sollicité pour écrire un article sur La Roche d'autrefois par le président de l'association des anciens élèves des lycées Édouard Herriot et Mendès France, qui était M. Claude Guyon, qui est décédé il y a peu de temps, au mois de février. Et Roger Ducrot avait raconté ses souvenirs sous la même forme que Georges Perec, qui avait écrit « Je me souviens » en 1978. Un livre qui avait très bien marché, qui avait été publié chez Hachette. Donc il avait écrit 133 « Je me souviens » sur La Roche. Ces personnages typiques, ces rues, ces histoires, ces anecdotes, et avec des photos de magasins, des choses typiques de l'époque. Et puis un jour il m'en parle, c'était en 2010, un jour il m'en parle, il me dit « Tu crois pas qu'on pourrait faire quelque chose avec ça ?» Je lui dis « Tu sais, 133, je me souviens, ça va faire 10 pages, ça va être tout petit. » Il y avait 4 photos qui illustraient le propos, c'était pas suffisant. Je lui ai dit « Il faudrait étoffer un petit peu avec d'autres, je me souviens. » Alors il avait fait appel à un certain nombre de ses amis qui avaient répondu présent, mais qui en réalité lui ont donné 1, 2, 3 idées, sans plus. Et puis en 2016, donc, j'ai repris l'affaire avec lui. Je lui ai dit, écoute, on va trouver des caricatures, des illustrations de manière générale, et on va trouver de quoi la matière première pour pouvoir aller au-delà des 133, je me souviens. Et on est arrivé, en faisant appel à des copains à droite à gauche, à 335. Et on a un petit recueil de 150 pages avec 80 illustrations couleurs. Donc, à l'origine, on le faisait pour nous, pour se faire plaisir. Et puis, on avait tiré 100 exemplaires qu'on se partageait à tous les deux, puis on distribuait aux amis. Et j'en avais donné un à Philippe. C'était en avril, hein? Oui, j'en avais donné un au Salon du Livre de Montaigu, à Philippe Gilbert, qui a dit « Ah, c'est journaliste à Ouest France », qui a fait un article le 4 mai dans Ouest France, qui a généré des commandes. Actuellement, on est à un tirage de 250 exemplaires. Voilà. Ouais, donc une affaire de copains, d'amitié, qui était un cercle très fermé, est devenue une affaire, j'allais dire, entre guillemets, commerciale. Voilà. Vous aviez repéré dans la presse, Gilbert? Ah oui. D'ailleurs, nous n'allons pas être très amis, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a un petit paragraphe où vous parlez des éleveurs vendéens, qui diffusaient une odeur, et je crois qu'on disait à l'époque que ça venait de la Genétouse, et j'habite la Genétouse. D'accord, vous l'avez lu, Gilbert. Vous l'avez lu? Alors, pour qu'on comprenne bien, Delphine va nous lire un petit extrait. Oui, absolument. Donc, le principe, c'est plusieurs personnes ont écrit des « je me souviens ». Oui. Voilà, des choses complètement subjectives. Ça fait appel à des souvenirs, à des odeurs, à des choses qu'on a vues. Il ne s'agit pas de faire un livre historique. Absolument. Donc, sur une période que vous aviez... Oui, on a situé. Je suis arrivé à La Roche, bien qu'étant né à l'hôpital en 1938, je suis venu habiter La Roche-sur-Yon en 1955. Je ne connaissais personne.
Et j'avais constaté, comme beaucoup d'autres, que tous les jeunes faisaient ce qu'on appelait la rue des Sables. C'est-à-dire qu'ils partaient du rond-point de la place du Champ de Foire jusqu'à la place Napoléon. Place du Champ de Foire, place de la Vendée aujourd'hui. Place de la Vendée. Ouais. Trottoir côté Nouvelle Galerie, jamais de l'autre. Jamais de l'autre. Ah, pourquoi? Il était réservé aux croulants, on le dit d'ailleurs. Oui. D'accord. Donc toujours le trottoir du côté Nouvelle Galerie, on allait du rond-point du Champ de Foire, donc place de la Vendée, jusqu'à la place Napoléon. Avec un copain, en général, on n'était pas tout seul, un copain qui en connaissait d'autres, et au fur et à mesure, comme ça, on arrive à connaître d'autres copains, on se lie d'amitié. Et à l'époque, il n'y avait pas de distraction à La Roche. Quand vous avez fini votre travail, il y avait la rudesse pendant une demi-heure avec les copains, et puis on rentrait à la maison, il y avait la radio pour se distraire, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est fait une foule de copains, et c'est un moment de convivialité, d'amitié, que l'on ne rencontre plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne se parle plus, on communique avec les smartphones. Voilà. Alors c'est vrai, aujourd'hui dans la rue, on est plus à regarder son téléphone ou à regarder ses pieds. Oui. Et c'est une façon de dire qu'avant, le fait de marcher dans la ville, on avait les yeux un peu plus ouverts sur ce qu'elle était. Ou peut-être aussi, mais c'était surtout des rencontres que l'on recherchait. Des rencontres, se faire des amis, se faire des copains. Et on s'est constitué ce réseau d'amitié. Roger Ducrot, en l'occurrence, je l'ai perdu depuis pendant 50 ans. Je l'ai connu quand j'avais 17 ans. Et puis après, je suis parti au service militaire en Algérie. J'ai fait 28 mois de service militaire. Oui, j'en ai fait un livre d'ailleurs. Voilà, on s'est retrouvés après le service militaire. Et puis, je me suis marié, j'ai fait ma carrière professionnelle. Lui a fait la sienne. Et puis, chacun, moi. Et 50 ans après, quand j'ai écrit mon livre justement sur l'Algérie, je suis allé le voir. Et en 2007, oui, on a renoué. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il y a eu un break complet au niveau de l'amitié. Parce que on avait chacun sa famille, son travail, etc., etc. Et depuis 2007, on n'arrête pas de se voir. Et puis, vous voyez, on fait du travail ensemble. Bon, alors, un extrait que vous avez choisi et que Delphine va nous lire. Et puis, ça va nous permettre de voir un peu comment est construit le livre. Et puis, vous avez commenté cet extrait. Absolument. Je me souviens de l'habitude qui, chaque jour dès la fin des cours, sortie de bureau et d'atelier, amenait les jeunes à arpenter systématiquement l'un des trottoirs de la rue Georges Clémenceau pour d'incessants allers-retours entre Place Napoléon et Champ de Foire. Pas question d'emprunter le trottoir d'en face dévolu, selon eux, aux croulants et autres infortunés conjugaux. On appelait cela faire la rue des Sables et même faire la rudesse. Enchaîner sur le suivant. Vous voulez qu'on enchaîne avec un deuxième passage? Sur le suivant. Alors ça, c'est, on va dire, il n'y a rien d'historique dans ce qu'on veut dire. C'est vraiment la description d'une chose. Absolument. Je me souviens du café-tabac au Bon Vin de Mareuil, situé en face du Café de la Paix, chez le Duc. Le propriétaire s'appelait Ono, d'où le mauvais jeu de mots de Ducono, où la jeunesse se rencontrait devant le baby-foot et les 2 flippers, et également pour voir à la télé les matchs de rugby. Voilà. On voit une ambiance, une époque, en fait. Voilà, c'était ça. Voilà, on se faisait des amis en faisant le trottoir de la rue d'Est, toujours le même, bien évidemment. Et puis, on se rencontrait autour du baby-foot, autour de la télé le samedi quand il y avait les matchs de rugby, parce que monsieur et madame Ono avaient eu la riche idée d'installer un téléviseur dans l'arrière-salle, où il y avait également un billard électrique. Et tous les jeunes se rencontraient là, et madame Ono ne demandait pas aux jeunes s'ils voulaient consommer ou pas. On ne consommait pas, on était là. Ouais. Et c'était vraiment... Encore une fois, c'était être ensemble. Voilà, être ensemble. C'était la fan zone, ce qu'on appelle aujourd'hui la fan zone. La fan zone. Très bien. Alors, Gilbert, puis vous enchaînerez après sur votre chronique. Je voulais dire, mais ça n'a aucun intérêt par rapport à l'ouvrage. Vous n'aviez pas le choix de la chaîne, il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une, évidemment. Et en noir et blanc. Donc, pas de distraction, voilà. On enchaîne sur votre chronique, Gilbert, avec un sujet pas très drôle, le burn-out. Alors, vous avez choisi un thème qui... Difficile, hein? Ouais, difficile, morose, mais certainement nécessaire. En même temps important, parce que autant ce phénomène d'épuisement professionnel, parce que c'est ce que ça veut dire le mot burn-out, qui est apparu dans les années... La première fois qu'on l'a utilisé, ce mot anglais, c'était en 1969, mais pendant très longtemps... On n'a pas parlé. Et pendant toute une période, c'était plutôt réservé à des professions de gens très engagés, surtout, je dirais, un petit peu à caractère social ou émotivement fort, comme les médecins, les travailleurs sociaux, les enseignants, qui, effectivement, quelquefois, allaient peut-être au-delà d'un engagement normal, et en tout cas, subissaient un petit peu une sorte de pression professionnelle, ou d'eux-mêmes allaient assez loin. Et puis, en fait, ce phénomène d'épuisement professionnel, de burn-out, a gagné bien d'autres professions.
parce que le monde du travail a changé, parce qu'il y a eu de l'insécurité. C'est vrai pour les chauffeurs, c'est vrai pour les policiers, on le sait fortement actuellement. Ouais. Les secteurs commerciaux, par exemple, aussi, il y a une pression forte des patrons. Globalement, dans l'entreprise aussi, on a essayé de gagner en productivité. Et ça devient un phénomène assez important. On considère aujourd'hui qu'il y a 50% de l'absentéisme qui est dû justement à cet épuisement professionnel. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Alors bon, ça on en connaît un petit peu. J'ai esquissé déjà un petit peu les causes. Ouais, hein. sur cherche Alors de travail. après, selon les situations, ça peut être un manque d'autonomie dans le travail, ça peut être un faible soutien social parce que soit dans son environnement, soit même simplement dans le lieu de travail. On est isolé. On n'en discute pas, on a tendance à se renfermer un petit peu. Justement, cette communication insuffisante qui amène cette situation. Manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance. Au bout d'un certain temps, c'est presque un manque d'estime de soi. Puis après, ça peut être aggravé par des situations personnelles extérieures au travail. Voilà. Mais dans tous les cas, le burn-out, c'est lié quand même. C'est différent de la dépression qui peut avoir d'autres causes qui sont du coup. Là, c'est vraiment lié à la situation de travail. Hein. D'accord. Alors, ça se traduit généralement par des symptômes, je dirais, à la fois psychologiques et physiques. Psychologiques, où on est un petit peu démotivé dans le travail, on a une attitude un petit peu cynique, on est irritable, etc. Même ça se traduit dans l'efficacité dans le travail parce que c'est une perte de mémoire, un manque d'efficacité. Et alors après, on peut avoir même des tendances un petit peu suicidaires au bout d'un certain temps. Et sur un plan strictement physique, selon les personnes, ça peut être des éruptions cutanées, ça peut être des ulcères, ça peut être perte de poids ou au contraire prise de poids. Des changements physiques en tout cas. Des changements physiques relativement importants. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aider ces gens-là? Il peut y avoir quelques petites précautions ou moyens qui peuvent être pris pour essayer d'endiguer un petit peu cette situation. L'une des premières choses, c'est mais c'est pas facile, c'est de s'ouvrir un petit peu de cette situation-là autour de soi, aussi bien dans le travail qu'à l'extérieur, mais quand on se renferme, on ne fait qu'aggraver la situation, ça devient de plus en plus pesant. Et puis dès qu'on est un petit peu alerté par des symptômes physiques ou psychologiques, faut essayer de réagir. Quand on est en situation de responsabilité, c'est d'essayer de déléguer, parce que quelquefois on en prend trop soi-même. Et puis faut se dire à un moment donné, il faut arrêter, il faut prendre du recul, déjeuner pas sur le lieu de travail, un certain nombre de... Même peut-être au cours de la journée, certains sont à fond pendant 4 heures, c'est pas forcément la bonne solution. Il vaut peut-être mieux faire une coupure de 5 minutes de temps à autre pour mieux repartir et puis prendre un petit peu d'air. Savoir ne pas regarder sa boîte mail ou son téléphone. Alors après, il y a effectivement, dans le monde actuel, ça c'est aussi une des causes, c'est qu'on a tendance à ne pas décrocher parce qu'on a au travail et chez soi, Internet, on a le téléphone portable, et quelquefois c'est jamais fini. Mais moi je suis tenté de dire que même en Vendée autour de nous, c'est une situation qui est assez révélatrice parce que, je dirais simplement 3 exemples très précis. Il y a aujourd'hui des sessions qui sont organisées ou des journées qui sont organisées pour des chefs d'entreprise, soit par des chambres consulaires, soit par l'Institut de Mollet à la Guyanière, par exemple, organiser ce genre de formation sur l'épuisement professionnel. Adèle Fugère sur TV Vendée a fait une émission spéciale sur la question. Et donc c'est bien un signe. Et puis même aussi, il y a eu une pièce de théâtre qui s'intitule justement Burn-out, qui a été jouée à Vix et dans d'autres lieux de Vendée. Donc c'est bien. Si c'est joué à Vix. Ouais. Très bien, merci Gilbert. Bonnes vacances. Oui, pas tout de suite encore. On s'y prépare. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est jamais anodin d'aborder ces sujets. Merci Gilbert. Pour revenir au livre Je me souviens de La Roche, donc, qui fonctionne en 335 souvenirs. Oui. Des fois, ils sont très très courts. Souvent, ils sont drôles quand même.
Plutôt humoristique, oui. On a essayé de ne pas lasser. Il fallait que ce soit intéressant à lire. Mais alors, moi qui ne suis pas lyonnaise, je ne lis pas La Roche, j'y travaille, donc je ne connais pas par cœur les rues, donc je n'ai pas la même histoire avec La Roche-sur-Yon que vous. Et c'est quand même très intéressant parce que même on a envie qu'il y ait une déambulation et de se promener avec ces souvenirs-là. On pourrait imaginer quelque chose comme ça C'est difficile parce que la plupart des établissements n'existent plus. Je pense notamment à la Boucherie Roy qui avait une très belle mosaïque en façade. Tout ça, ça a été repeint dessus ou démoli. Il y avait le garage Citroën aussi qui était comme ça, avec de la belle mosaïque, des choses que l'on ne retrouve plus. C'est bien dommage. Le Café Ono, il existe toujours, mais il n'est plus ce qu'il était. C'est très nostalgique en fait. C'est un livre de grand nostalgie. Mais absolument. Mais tout ça, c'est une affaire de nostalgie entre copains qui ont vécu à une même époque, au même endroit, dans les mêmes lieux, qui ont fréquenté les mêmes lieux. Et ce n'est que ça. C'était à l'origine qu'une histoire de nostalgie. Et puis, il a fallu que Philippe s'en mêle. Et puis voilà. Et puis voilà. Mais je le remercie d'ailleurs, Philippe. C'est un peu de l'ethnologie, un petit peu de la sociologie, un petit peu de l'époque. On ne monte pas au Moyen-Âge quand même. On remonte aux années 50. C'est des petites madeleines, comme dirait. Voilà, les madeleines de Proust. D'ailleurs, André Audureau qui est cité, parce que André Audureau est un peu à l'origine de la première de couverture. André Audureau qui est professeur de... Donc la première couverture qui est une peinture de Roger Ducrot. Absolument, un tableau qui a été vendu à M. Chenu, qui a donné son autorisation. Qui représente un magasin. Toutes les illustrations, nous avons les autorisations des auteurs. J'espère, oui. Voilà. Donc la couverture représente un magasin de musique d'un personnage... aux Trois-Rutières. Aux Trois-Rutières, et le propriétaire de ce magasin a marqué votre génération. Absolument, il s'appelait Marcel Chabot, ce monsieur, et Marcel Chabot, c'est un monsieur qui a laissé des traces. La Roche-Napoléon, âme de paix de la Vendée. Il a écrit... il a écrit énormément de petites poésies, dont une dans laquelle il parle de la petite ville au cœur doux. Voilà, d'où l'origine. Et il a même écrit il y a un livre qui s'appelle La petite ville au cœur doux. Mais là c'est dans La Roche-sur-Yon, torche de la Vendée. D'accord. Et il parle de La Roche-sur-Yon. D'ailleurs, le livre s'ouvre un peu en hommage à ce monsieur-là. Oui, alors c'est André Audureau qui, à l'origine, a reçu le prix des écrivains de Vendée Crédit Mutuel au mois de décembre au conseil départemental, et qui a voulu raconter qu'il était fils d'armurier, et lui, il ne se voyait pas travailler dans l'armurerie de ses parents, et qu'il avait d'autres idées, il pensait pouvoir faire autre chose. Et il a eu le bonheur de rencontrer, comme beaucoup de gens, vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui, au téléphone, me parlent de cette couverture. Je m'en souviens, j'allais acheter mes cordes de guitare, mes cordes de violon, j'allais acheter mes partitions, mes disques, mes livres. C'était un monsieur charmant, un poète, un humaniste, un écrivain, président des comités lyonnais, président de... Et qui savait conseiller les jeunes aussi. Ah oui, absolument, il recevait les jeunes. Moi, j'écrivais des broutilles, des petits poèmes. J'étais allé lui présenter un jour, lui demander ce qu'il en pensait. Et tout le monde est passé chez lui parce qu'il était agréable, d'un abord agréable. Et André Audureau dit, j'ai rencontré auprès de lui un accueil, et c'est lui qui a déterminé ma carrière. Il m'a fait découvrir des auteurs. J'ai lu avec bonheur un certain nombre d'auteurs. Et puis, il est devenu professeur de français. Donc, il a voulu lui rendre un hommage. Et comme il avait rendu cet hommage, j'ai pensé avec Roger Ducrot que cette peinture de Roger Ducrot allait très très bien sur la première de couverture. Et la plupart des gens qui m'appellent ont flashé sur cette première de couverture. C'est ça qui les a attirés, sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur du livre. C'est la première de couverture. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'illustrations, il y a des caricatures. Oui. Donc là aussi, oui, il faut rendre hommage quand même au caricaturiste en question, qui est René Morino, qui est un ami depuis mes 17 ans, puisque je l'ai connu en 1955, on habitait dans la même rue. Rue Édouard Pelletier à La Roche, et René Morino, après avoir été architecte, il a toujours dessiné, mais il s'est mis à faire des caricatures qui sont très ressemblantes, vous avez vu, je pense que vous allez en passer en fond d'écran. Et des peintures de M. Troussicot aussi, qui est un ami de Roger Ducrot. Il y a Gérard Abillet qui a apporté des contributions intéressantes et importantes, et qui nous a retrouvé une chanson, Le train de plaisir pour les sables d'Ernest Guyonnet. J'avais demandé à Jean-Pierre Bertrand de la Expo au Perrier de me retrouver cette chanson. Il m'en a donné 2 versions sur les 19 qu'il avait, mais c'était des versions orales. Donc il y a de la perte dans les versions orales. Il y a des gens qui croient se souvenir, mais qui se souviennent à peu près, c'est pas tout à fait.
Et nous, on a retrouvé l'original avec la musique en plus. Donc, Alors, c'est que des souvenirs, mais c'est quand même, ça a permis aussi d'enrichir certaines connaissances. Il y a une dame qui m'a téléphoné hier soir en me disant « Oh, si vous saviez ce que je suis heureuse, j'ai bien reçu votre livre. » Dame des Sables, mais qui a vécu à la Roche. J'ai bien reçu votre livre. Si vous saviez ce que j'ai plaisir à retrouver la chanson du train de plaisir pour les sables. Ma mère me l'avait chantée. J'avais retenu les 2 premiers couplets, mais il y en a 15 couplets, ou un peu plus. Mais je n'avais pas retenu les autres. Si vous saviez ce que je suis content. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de tout Internet. D'autres souvenirs, d'autres... Ah, mais absolument, oui. On peut imaginer, je crois que vous disiez qu'il y a des gens qui ont spontanément avaient envie de vous soumettre quelques souvenirs aussi. Absolument. Il y aura un 2e tome. Je ne crois pas. Il faut que d'autres prennent le relais parce que vous savez, c'est fatigant d'attendre. Oui, vous frottez les yeux même. Oui, parce que c'est très fatigant d'attendre. Alors on attend les contributions qui nous sont promises, elles ne viennent jamais. Et puis quand elles arrivent, il faut trier, parce qu'il faut trier ce qui concerne la période et ce qui concerne La Roche. Parce que raconter des choses qui ne concernent pas la ville, ça ne nous intéressait pas. Et je me frotte les yeux, effectivement, parce que l'ordinateur m'a fatigué un petit peu les yeux, la vue, pour m'occuper de ça. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais je me souviens de La Roche, c'est un conte d'auteur, donc c'est sur les deniers des gens qui ont bien voulu. Voilà. Donc c'est édité en Maine-et-Loire, imprimé en Maine-et-Loire. Imprimé en Maine-et-Loire. À la Botellerie, à Vauchrétien. Vous le vendez 15 € et les gens qui veulent se le procurer, vous en avez plus de 30 dans votre coffre de voiture. Oui, c'est tout ce qui me reste sur les 250. Il faut vous contacter. Absolument. Alors me contacter soit par téléphone, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans la revue Racine d'aujourd'hui. Complètement. C'est au 02 51 37 75 95. On l'affiche sur l'écran. Est-ce qu'il y a un exemplaire à la médiathèque de La Roche-sur-Yon peut-être ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. La bibliothèque de La Roche-sur-Yon m'a demandé effectivement un certain nombre d'exemplaires, mais comme il est édité à compte d'auteur, moi je ne peux pas facturer, je n'ai pas le droit de facturer, je ne suis pas artisan, je ne suis pas commerçant, je ne suis pas en profession libérale. Alors quand la campagne de promotion sera terminée, je verrai avec Jean-Yves Clément qui est au patrimoine et puis Véronique qui est à la médiathèque. C'est un livre qu'on peut faire circuler entre copains pour le moment. Absolument. Bon, absolument. Merci beaucoup. Je voulais vous citer une phrase de Baudelaire. C'est vrai. La forme des villes change plus vite que le cœur des hommes. Et je crois que c'est très adapté à ce livre. C'est une affaire de cœur, ce livre. Et puis, ce serait sympa que d'autres villes ou d'autres bandes de copains s'emparent. D'autres villes l'ont fait. D'autres villes l'ont fait, vous m'avez dit les Sables d'Olonne. Très bien. Merci, Monsieur Gaucher. Merci, Catherine, de m'avoir reçu. On passe à la chronique de Delphine pour terminer avec... caricaturiste, une dessinatrice en tout cas de Charlie Hebdo, Catherine Meurice. Qui est Catherine Meurice ? Catherine Meurice, dessinatrice originaire des Deux-Sèvres et qui est dessinatrice notamment à Charlie Hebdo, qui n'était pas à la conférence de rédaction par chance le 7 janvier. Elle était en retard. Exactement, elle était en retard et dans les premières planches du livre, on apprend pourquoi elle était en retard. La vie est parfois facétieuse, son fiancé l'avait quittée la veille et elle a du mal à se lever. Voilà. Finalement, les chagrins d'amour, parfois, ça peut sauver des vies. Ouais, complètement. Alors, si vous n'avez pas envie de vous replonger dans ce drame qui nous a tous touchés et vous avez plutôt envie de légèreté, eh ben cette bande dessinée est pour vous. Parce qu'elle n'est pas du tout triste. Il y a un peu de tristesse, un peu de douleur, forcément, dans les premières planches. Mais finalement, elle s'extrait très vite de cela. Et moi, ce qui m'a particulièrement touchée dans ce livre, c'est qu'elle fait un hymne à l'art. C'est vraiment très, très beau. Sa légèreté, ça a été de lire, d'aller au musée, d'aller au théâtre. Et elle explique très, très bien comment l'art l'a sauvée. Vraiment, véritablement. Quand on dit ça comme ça paraît assez grandiloquent. On se dit, bon, c'est un peu, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière ça ? Ce sont que des mots. Et là, en image, c'est percutant. C'est plein d'émotions. Parce qu'elle raconte que quand on a vécu un drame comme ça, à part ceux qui ont vécu le drame de la même manière, c'est un peu compliqué, finalement, d'en parler. Et de se retrouver, et de retrouver des gens avec qui échanger, justement. Et bien, justement, l'art, c'est universel. Et les artistes, on arrive à puiser toute la force de ce qu'ils ont pu dire dans les œuvres d'art. Et quand certaines personnes vous disent l'art, à quoi ça sert ? Ben voilà, l'art, ça sert à ça. Ça sert quand on va mal, tout à coup, à puiser, à tirer un peu les ficelles et à se sauver, véritablement. Ouais. Donc, il y a des magnifiques planches où elle va au Louvre et
Elle voit des Géricault, elle voit des Delacroix, et elle arrive à puiser la force de ces tableaux-là pour revivre. Elle va au théâtre, elle lit Stendhal aussi. Donc en fait, on la suit dans Exactement, dans on son la quotidien. suit les mois après, de février 2015 à novembre. Voilà, où novembre, elle a revécu encore le drame avec les attentats du Bataclan. Et on la suit vraiment dans sa bulle de légèreté. Et je vous assure, c'est très léger, c'est pas du tout mélodramatique. Et on en sort de là vraiment heureux en se disant, là, il y a les épreuves de brevet du collège, il y a une épreuve qui s'appelle l'histoire des arts. Je connais certaines fillettes qui me disent, certaines collégiennes qui me disent, à quoi ça sert là? Lisez La légèreté, vous verrez à quoi ça sert là. C'est aux éditions d'Argo, ça coûte 20 €. Et le vraiment, titre de la BD? La légèreté. Très bien. Bon, c'est bien pour terminer l'émission. Même s'il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas Noël. Bon, très bien. Merci à chacun d'entre vous d'avoir assisté à cette émission, d'avoir été avec nous. Et puis on termine sur la dernière une du magazine Racine, toujours la pêche à pied cette saison.